Bonjour à toutes et à tous. Alors avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter la correction de l'étude de cas qui est également l'examen de la session normale de 2021. Alors, l'étude de cas se présente comme suite. Nous avons une entreprise qui utilise deux matières premières, la matière M1 et la matière M2. Alors, selon les informations fournies par le premier paragraphe du texte, on nous dit que la matière M1, elle est transformée dans un atelier qui s'appelle l'atelier 1, l'atelier A, pardon. Alors, la transformation de la matière M1 dans l'atelier A nous permet d'obtenir un produit semi-fini. Alors, produit semi-fini qui n'est pas stocké. Alors, dans l'atelier B, ce produit semi-fini fait l'objet d'une transformation avec, bien sûr, l'utilisation de la matière M2, chose qui nous donne, je dirais, la version finale du produit fini P. Alors, comme vous voyez très bien, le processus, ou plutôt le cycle d'exploitation de cette entreprise, c'est un cycle relativement simple. Alors, dans une première question, on nous demande de calculer le coût d'unité d'œuvre de la section approvisionnement. Alors, vous savez parfaitement que pour le calcul du coût d'unité d'œuvre d'une section quelconque, on a besoin d'abord de compléter le tableau de répartition des charges indirectes, parce que c'est au niveau de ce tableau que se trouvent toutes les charges indirectes dont on aura besoin pour terminer l'ensemble des calculs nécessaires au calcul du coût de revient d'un produit donné. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant même. On va essayer de, je dirais, de tracer le tableau de répartition. Tableau de répartition des charges indirectes. Alors, nous avons la première section, c'est la gestion personnelle. Donc, faute de place, je vais utiliser les abréviations. Donc, personnel. Deuxième, c'est l'entretien. La deuxième section, c'est l'entretien. La troisième, c'est l'approvisionnement. Et puis, nous avons l'atelier A, l'atelier B, et la dernière section, c'est la distribution. Alors, nous avons la répartition primaire, le montant de la répartition primaire. Alors, 5460, 4120. L'approvisionnement 2016, 13160, 17160. Et puis, la dernière section, 4280. Alors, nous avons la répartition secondaire. Alors, je rappelle encore une fois que la répartition secondaire, c'est tout simplement le fait de vider les sections auxiliaires de leurs charges et de les répartir sur les différentes sections principales. Alors, bien évidemment, nous avons ici deux sections, ça a été mentionné au niveau du tableau. Nous avons gestion de personnel et nous avons l'entretien comme section auxiliaire. Alors ici, en fait, la répartition secondaire ne pose aucun problème puisque nous n'avons pas de prestations réciproques. Nous avons une répartition secondaire très simple. Il s'agit de prendre le montant des charges afférentes à chacune des sections auxiliaires et de les répartir sur les différentes sections principales en respectant tout simplement les clés de répartition. Alors pour la gestion du personnel, le montant total des charges, il s'élève à 5460. Alors 5460, ils vont être affectés à hauteur de 20% pour l'approvisionnement. Donc, elle ne donne rien du tout à l'entretien, mais l'approvisionnement, il reçoit 20%. Donc, je prends 5460, je le multiplie par 20%. Alors, ça nous donne un montant de 1092.
Alors le même montant va être affecté à la distribution puisque c'est 20%. Donc pour gagner un peu de temps, on doit faire attention aux différents pourcentages pour ne pas faire des calculs redondants inutilement. Alors, pour l'atelier A, il reçoit 30%. 30% de toujours de 5460, ça nous donne 1638. Et d'ailleurs, c'est le même montant qui va être reçu pour l'atelier B, donc c'est 30%. Alors, bien sûr, ici, nous avons 5460, un petit moins, puisque la totalité des charges ont été affectées aux différentes sections principales. Alors pour l'entretien, le même principe. Le montant total des charges de l'entretien, il s'élève à 4140. Donc je prendrai 4140 moins et je les répartis, je vais les affecter en respectant les clés de répartition. Alors nous avons 10% de ces 4140, ça nous donne bien sûr 412. Ils vont être affectés à l'approvisionnement. Alors ce même montant, il va être affecté à la distribution puisque c'est 10% toujours, donc j'aurai 412. Alors pour la section atelier A, elle reçoit 40%. Donc ça nous fait un total de 1648. Pardon. Alors ça nous fait 1648. Et le même montant, toujours 40% pour l'atelier A, l'atelier B, pardon. Alors, une fois nous avons terminé la répartition secondaire, on doit calculer le total de la répartition secondaire. Alors, total, répartition secondaire. Alors, j'utilise toujours les abréviations juste pour gagner un peu de place. Alors, ici, bien sûr, c'est 0, puisqu'en fait, on sait très bien que le total de la section auxiliaire après la répartition secondaire, il est toujours égal à 0. Et je fais la somme de chacune des sections en respectant les différents montants. Alors, je prendrai l'approvisionnement, 2016 plus 1092 plus 412. Alors, j'ai déjà fait les calculs pour gagner un peu de temps, ça nous donne 3520. 3520. Et on fait la même chose pour les autres, je dirais pour les autres sections. Alors ça nous donne 16 446 et 20 446 pour l'atelier B. Et puis pour la distribution, nous avons 5 784. Alors, nous avons des informations concernant, alors bien sûr, la nature d'unité d'œuvre. Ici, la seule information qui a été donnée, c'est uniquement pour la section approvisionnement. On nous a donné 1 kg acheté, donc 1 kg des achats. Alors les autres, on n'a aucune information sur la nature d'unité d'œuvre. Alors je passe à le nombre d'unités d'œuvre. Alors le nombre d'unités d'œuvre, excusez-moi, je vais effacer encore plus. Alors nombre d'unités d'œuvre. Alors, je peux écrire ici, puisqu'en fait, je n'ai pas utilisé les deux colonnes. Alors, ici, en fait, pour quantifier le nombre d'unités d'œuvre du kilogramme acheté, je vais me référer aux informations complémentaires. Alors, d'ailleurs, nous avons dans un grand B les achats de l'exercice. Alors, les achats, on a bien sûr deux matières premières achetées, M1 et M2. Alors, 2000 kg de la matière M1 et 1000 kg de la matière M2. Donc, la somme totale des achats, elle revient à 3000 kg. Donc je mettrai ici 3000 kg dans le nombre d'unités d'œuvre. Alors pour le reste, je n'ai aucune information, donc je laisse. Alors dernière étape, c'est le coût d'unité d'œuvre. Alors le coût d'unité d'œuvre, bien sûr, il est calculé en faisant le rapport entre le total de la section après répartition secondaire, divisé sur le nombre d'unités d'œuvre. Alors, quand on fait le calcul, ça nous donne directement 1,17.
Et voilà, je dirais, la réponse à la première question qui vous demande de calculer le coût d'unité d'œuvre de la section approvisionnement. Alors, bien entendu, pour les autres sections, ça n'a pas été demandé. D'ailleurs, on n'en aura pas besoin. Alors, bien sûr, une fois nous avons calculé le coût d'achat de la section approvisionnement, on va répondre à la deuxième question qui consiste à calculer le coût d'achat de la matière M1 et le coût d'achat de la matière M2. Alors, pour cela, on aura besoin de tracer un tableau, bien sûr un tableau dans lequel va apparaître l'ensemble des éléments concernant un coût d'achat. Alors j'aurai besoin bien sûr de 3 colonnes. Alors je vais calculer les deux tableaux en même temps, celui du coût d'achat de la matière M1 et le coût d'achat de la matière M2, pour faire un peu vite puisque c'est les mêmes éléments qui se répètent partout. Voilà. Alors, coût d'achat de M1. Alors, bien sûr, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, coût d'achat, c'est le même principe, le coût d'achat de la matière M2. Alors, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, on sait très bien qu'un coût d'achat, c'est la somme de deux éléments. D'abord, le prix d'achat de la matière, auquel on va rajouter les charges indirectes de l'approvisionnement, ce qu'on appelle les frais accessoires d'approvisionnement. Donc, le prix d'achat de, bien sûr, la matière M1 et les frais d'approvisionnement, qu'on peut appeler aussi charge indirecte d'approvisionnement ou charge accessoire. Alors, le prix d'achat de la matière M2, et puis nous avons les frais d'approvisionnement. Alors, le prix d'achat de la matière M1, ce sont des informations qu'on va trouver dans le texte, puisqu'en fait, il s'agit de charges directes. Alors, ici, nous avons grand B, justement, l'achat de la matière M1, on a acheté 2000 kg à 6 dirhams l'unité, alors ça nous donne 12 000 dirhams. Alors, pour les frais sur achat, excusez-moi, j'ai oublié encore une autre ligne du total, bien sûr. Alors, pour les frais d'approvisionnement, les frais d'approvisionnement, ce sont des charges indirectes. On doit d'abord, en fait, se retourner vers le tableau de répartition qu'on vient de confectionner à l'instant même. Et on va aller dans la section approvisionnement pour voir quelle est la nature d'unité d'œuvre. Alors, dans la section approvisionnement du tableau de répartition, on peut lire facilement que l'unité d'œuvre, c'est le kilogramme de matière première achetée. Alors, combien de kilogrammes on a acheté de la matière M1? On a acheté 2000. Donc, je mettrai ici 2000. Alors maintenant, à quel coût d'unité d'œuvre on mesure chaque kilogramme de matière première achetée? Alors, on vient de le calculer à l'instant même. On sait très bien que chaque kilogramme de matière première achetée fait supporter à l'entreprise 1,17. Donc, ça va être ici 1,17. Et on va calculer, je dirais, normalement, en multipliant par la quantité. Alors, ça nous donne 2340. Et on fait la somme, ça nous fait 14 340. Pour quelle quantité? Pour bien sûr une quantité de 2000 kg. Je vous ai toujours dit que dans un tableau de calcul de coût, quelle que soit la nature de ce coût, un coût d'achat, un coût de production ou même un coût de distribution, on fait la somme pour la colonne concernant le total, on ne le fait pas pour la colonne concernant les quantités, puisqu'il s'agit ici de vérifier tout simplement la quantité de matières premières qu'on a achetées et qui se trouve justement au niveau du texte. Alors, en faisant le rapport entre le montant total des achats et la quantité achetée, on peut trouver facilement que c'est 7,17. Alors, on fait, d'ailleurs c'est comme ça en fait qu'on peut répondre à la deuxième question qui a été donnée concernant le calcul du coût d'achat de la matière M1, donc c'est 7,17. Alors, on fait le même calcul pour la matière M2. Donc, le prix d'achat de la matière M2, c'est toujours, alors l'achat c'est 1000 kg, pardon, donc c'est 1000, avec un coût unitaire de 8,2. Alors, ça nous fait 8200.
Et on fait la même chose pour les frais d'approvisionnement. Donc la nature d'unité d'œuvre, c'est toujours le kilogramme de matière première achetée. Donc on a acheté 1000 kg. Le coût d'unité d'œuvre, c'est le même coût qu'on a utilisé pour la matière M1, puisque c'est le coût d'unité d'œuvre global, donc 1,17. Ça nous fait un montant de 1117. Alors 1170. 1170. Alors, et on fait la somme des deux montants, 8200 plus 1170, ça nous fait alors 9370. La quantité, bien sûr, c'est la quantité de la matière première achetée, c'est 1000 kg. Alors, ça nous fait un coût d'achat unitaire de 9370 divisé sur 1000, ça nous fait 9,37. Et c'est le montant qui a été demandé pour la troisième question concernant le coût d'achat de la matière M2. Alors, une fois nous avons calculé les coûts d'achat des deux matières premières, il faut d'abord qu'on se penche avant le calcul du coût de production, puisque c'est la quatrième question qui a été demandée. Avant de pouvoir calculer le coût de production du produit semi-fini, il faut d'abord que l'on trace les fiches de stock, parce que nous avons des informations concernant le stock de la matière première au début de l'exercice. Alors, le fait qu'on nous a donné des informations sur la quantité, sur les stocks de début d'exercice, ça veut dire qu'il y a eu une opération de stockage entre-temps, et ça veut dire automatiquement on doit élaborer ce qu'on appelle les fiches de stock, même si ça n'a pas été demandé. Donc on va essayer d'élaborer les fiches de stock pour les deux matières premières, la matière M1 et la matière M2. La quantité, prix unitaire et montant total. Et la même chose ici, quantité, prix unitaire et montant total. Donc le même tableau, on va le reproduire pour la matière M2. Alors, fiche de stock. De la matière M1. Alors, aucune information n'a été donnée sur la méthode utilisée pour l'évaluation des sorties de stock. Alors, je vous ai déjà dit dans des séquences précédentes que lorsqu'on n'a aucune information sur la méthode à utiliser, ou aucune plutôt précision sur la méthode à utiliser pour la valorisation des sorties de stock, alors la méthode qui est utilisée, c'est le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, nous avons CMUP fin période. Et on sait qu'avec le CMUP fin de période, on a toujours, je dirais, besoin du modèle simplifié. Alors ici, c'est l'élément, la quantité, le prix unitaire et le montant total. La quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, les mêmes informations vont être reproduites pour la matière M2. Donc, fiche de stock pour la matière M2. Toujours avec la même méthode CMUP, puisqu'il n'y a pas de précision concernant la méthode à utiliser. Donc, on va utiliser la méthode du CMUP fin de période. Alors, la quantité, prix unitaire, montant total, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, ici, en fait, dans la fiche de stock, on a besoin du stock initial, auquel on va rajouter les entrées. Entrée avec S, vous le remarquez très bien, c'est-à-dire toutes les entrées de la période. Ici, c'est les sorties, avec bien sûr le stock final. Donc, stock initial, les entrées de la période, les sorties, avec bien sûr le stock final. Alors, pour le stock initial, c'est une information qui se trouve au niveau du texte, c'est le grand A. Nous avons le stock au début de l'exercice, pour la matière M1 bien sûr, c'est 1000 kg. Alors, je mettrai ici 1000 kg. 100 kg à 5,36. 5,36. Et on fait le calcul. Donc 100 fois 5,36, ça nous fait 536.
Alors pour les entrées, ce sont dans une fiche de stock de matières premières, une entrée signifie achat. Donc on va directement dans le tableau précédent qu'on vient de calculer à l'instant même, le coût d'achat de la matière M1. On peut lire facilement que le coût d'achat de la matière M1 c'est 2000. Les entrées c'est 2000, avec un coût unitaire de 7, non. Alors, on peut lire facilement que les entrées, c'est 2000, avec un coût unitaire de 7,17. Alors, ça nous fait un montant de 14 340. Et on fait la somme des deux montants. Donc, nous avons 100 plus 2000, ça nous fait 2100. Et pour le total, nous avons 536 plus 14 340, ça nous fait 14 876. Alors, en divisant 14 876 sur 2100, on trouve 7,0838. Alors, on nous a demandé 4 chiffres après la virgule, donc on va se limiter à 4 chiffres après la virgule, sachant bien que lorsqu'on divise ces deux montants, on aura un montant avec une virgule un peu plus longue. Alors, pour les sorties, dans une fiche de stock de matières premières signifie tout simplement consommation. Alors, justement, la consommation de la matière M1 durant l'exercice, il a été de 2000. Donc, on mettra ici 2000, qu'on va multiplier par le coût moyen unitaire pondéré qui est égal à 7, donc, je n'ai pas assez de place, je vais quand même, alors 7,0838. Donc, ça, c'est le coût moyen unitaire pondéré de l'exercice. Alors, lorsqu'on multiplie 2000 fois 7,0838, alors ça nous donne un montant de 14 167,6. Alors, pour le stock final, aucune information n'a été donnée sur le stock final. Donc, on va le calculer par la formule que vous connaissez très bien. Le stock final, c'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. Alors, ça nous fait 2100 moins 2000, ça nous fait 100. Multiplié toujours par le même coût moyen unitaire pondéré, donc je mettrai ici un tiret, ça va nous donner 708,38. Et on fait la somme, donc 2100. Ici, en principe, on doit trouver 14 876. Sinon, on va trouver un chiffre approximatif. C'est normal puisqu'on n'a pas tenu la totalité, on n'a pas tenu de la totalité des montants ou des chiffres après la virgule. Et en principe, en fait, ça doit nous donner le même montant exact puisque lorsqu'on calcule le stock final, par cette formule que je viens de citer à l'instant même, il n'y a pas de différence d'inventaire. Le stock final, c'est exactement le stock final théorique, c'est le stock final réel. Alors, on fait la même chose pour la matière M2, le même principe, donc on va juste renseigner le tableau. Alors, le stock initial, c'est une information qui se trouve au niveau du texte. Nous avons 100 kg à 8,6 le kilogramme, ça nous fait 860. Alors, les entrées, c'est les achats. Les achats de la période ont été de 1000 kg pour la matière M2. Le coût unitaire, on a déjà calculé, le montant ou la valeur, je dirais, des entrées. C'est 9370. Je vous rappelle que c'est le tableau qu'on a calculé pour la question numéro 3. Et on fait la somme. Donc ici, on a 1100. Et lorsqu'on fait la somme de ces deux montants, 860 et 9370, on retrouve 10 230. Lorsqu'on fait le rapport entre 10 230 et 1100, ça nous fait 9,3. Alors 9,3, c'est le coût moyen unitaire pondéré pour la matière M2. Alors pour les sorties, c'est la consommation de l'exercice. On peut lire facilement dans les données que la consommation elle a été de 900. Alors 900, elle va être valorisée à 9,3. Ça nous fait 8300. Alors le stock final, on peut le calculer facilement. C'est le stock initial plus les entrées, 1100 moins
900, alors ça nous fait un stock final de 200 qui va être valorisé lui aussi au même coût moyen unitaire pondéré de fin de période, 9,3. Alors ça nous fait un montant de 1860. Et donc là encore une fois, nous avons l'égalité entre les deux parties du tableau, 10 230. Voilà. Donc, une fois nous avons calculé, ou plutôt élaboré, les fiches de stock de la matière M1 et M2, on peut maintenant calculer le coût de production du produit semi-fini. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant même. Alors, on va tracer le tableau concernant le coût de production du produit semi-fini, bien sûr. Alors, c'est un tableau relativement simple, puisque les éléments qu'on va utiliser sont relativement simples aussi. Donc, pas avoir besoin de beaucoup d'informations. Alors, coût de production produit semi-fini. Alors, quantité, prix unitaire, montant total. Alors, je rappelle qu'un coût de production, il est composé, que ce soit de produits finis ou de produits semi-finis, il est composé de 3 blocs d'éléments. Alors, nous avons le coût d'achat de la matière première, auquel on va rajouter les charges directes et les charges indirectes de la fabrication ou de la production. Alors ici, en fait, on peut le lire facilement. Pour la fabrication d'un produit semi-fini, on a besoin d'une seule matière première, c'est la matière M1, par respect bien sûr au cycle d'exploitation qu'on vient de tracer au début de l'exercice. Donc, premier élément, c'est le coût d'achat de la matière M1. Alors, pour le coût d'achat de la matière M1, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la valeur à laquelle la matière M1 est sortie du stock. Donc, on ne va pas mentionner, bien sûr, on sait très bien qu'on a acheté une certaine quantité, on a acheté, je pense, 1000 kg. 1000 kg de la matière M1, mais ce qui a été consommé durant l'exercice, c'est 2000 kg. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, pour la valorisation des 2000 kg, c'est la fiche de stock de la matière M1, et on va aller directement aux sorties du stock. Alors, on peut lire facilement que la matière M1, on a fait sortir 2000 kg à quelle unité? Au coût de 7,838. Donc, c'est le coût moyen unitaire pondéré qui nous a permis de valoriser la matière M1. Alors, ça nous fait un montant de 14 167,6. Alors, deuxième élément qui nous permet de calculer le coût de production, c'est la main-d'œuvre directe, ou ce qu'on appelle les charges directes. Donc, deuxième élément, c'est la MOD par abréviation, c'est la main-d'œuvre directe. Alors, bien sûr, la main-d'œuvre directe qui nous concerne ici, c'est uniquement la main-d'œuvre de l'atelier A. Pourquoi? Parce que pour l'obtention du produit semi-fini, toujours par respect au cycle d'exploitation qu'on a tracé au début de l'exercice, alors on a besoin, je dirais, uniquement des charges, plutôt on a supporté uniquement les charges au niveau de l'atelier A. Alors, l'atelier A, on peut lire facilement que la main-d'œuvre directe, alors elle est de l'ordre de 550 heures, valorisée à 40 dirhams l'heure. Donc, on multiplie 40 fois 550, ça nous donne 22 000. Alors, troisième bloc des charges, ce sont les charges indirectes. Alors, là, encore une fois, on va être concerné uniquement par les charges de l'atelier A pour la même raison que je viens de citer à l'instant même. Alors, concernant, je dirais, la valorisation des charges indirectes de l'atelier A, en principe, il faut qu'on ait des unités d'œuvre. Alors ici, nous n'avons pas d'unités d'œuvre, mais on sait très bien que toutes les charges de l'atelier A, ils vont être affectées, je dirais, au coût de production du produit semi-fini, puisqu'on n'a finalement qu'un seul produit. Donc toutes les charges supportées, les charges indirectes supportées par l'atelier A, ils vont être affectées
au coût de production du produit semi-fini. Donc on n'a pas besoin, je dirais, de la nature d'unité d'œuvre ni au coût d'unité d'œuvre. On aura besoin de revenir au tableau de répartition pour voir quel est le total des charges indirectes après répartition secondaire dans la section 1. Alors on peut lire facilement, puisqu'on a déjà effectué les calculs, on peut lire facilement que le total des charges indirectes de l'atelier A, il s'élève à 16 446. Alors 16 446. Et on mettra la totalité des charges, on n'aura pas besoin de répartir, puisque toutes les charges indirectes de l'atelier A, ils ont été consommées pour la fabrication du produit semi-fini. Et on fait la somme, puisqu'en fait, comme je viens de le dire, les éléments composant le coût de production du produit semi-fini sont relativement simples. Hein. Donc on fait la somme. On a 14 167,6 plus 22 000 plus 16 446. Alors ça nous fait un montant total de 52 613,6. Et ici, bien sûr, pour la quantité, on ne va pas faire la somme. D'ailleurs, jamais on ne fait la somme de la colonne quantité. On doit se référer au texte. Alors, au niveau du texte, nous n'avons pas d'informations directes concernant la quantité du produit fini. Mais nous avons en fait deux éléments qui vont nous servir. D'ailleurs, si vous lisez un petit peu le premier paragraphe du texte, on nous dit que le produit semi-fini, il n'est pas stocké. D'ailleurs, c'est une information qu'on vous a mis en gras et soulignée pour attirer votre attention sur le fait que la totalité de la quantité du produit semi-fini, c'est elle qui va atterrir dans l'atelier B pour compléter, je dirais, sa transformation. Donc, toute la quantité du produit semi-fini, c'est elle-même le produit fini. Et ici, comme nous avons comme information, dans le grand E, vous avez la production de l'exercice, elle s'élève à 3000 kg. Donc, on mettra ici la quantité globale de 3000 kg de produits finis. Alors, je rappelle encore une fois qu'un produit semi-fini, c'est un produit qui a été transformé partiellement, il n'a pas subi la totalité des phases de production, mais il a subi quelques phases de transformation et il va être complété, je dirais, dans un atelier pour avoir la version finale du produit fini. Et là, en fait, je vous demande en fait, de se référer à une application qu'on avait faite concernant, je dirais, ce produit semi-fini. Alors, le produit semi-fini, on avait fait une application concernant les porte-savons en inox. Alors, la quantité des porte-savons qu'on avait fabriqués, c'était des produits semi-finis, bien sûr, était la même que la quantité du produit fini, puisque dans l'atelier, le dernier atelier, on n'avait que le système de fixation annexe qui est en inox, qui est adjoint au produit semi-fini pour qu'on obtienne la version finale du produit fini. Donc ici, c'est le même principe, la quantité du produit fini, c'est elle-même en fait la quantité du produit semi-fini, raison pour laquelle j'ai mis en gras et souligné que le produit n'est pas stocké et que toute la quantité, elle va être versée dans l'atelier B pour obtenir la quantité globale de production qui s'élève à 3000 kg. Alors ici, pour calculer le coût unitaire de production du produit semi-fini qui a été demandé d'ailleurs, on fait le rapport entre 52 616,6, on va la diviser sur 3000 kg, chose qui va nous donner un montant de 17. Donc je passe cette place, je vais le mentionner ici. Alors 17,5378 puisque nous a demandé 4 chiffres après la virgule. Alors, dernière phase, c'est la phase du calcul, plutôt la dernière question, c'était de calculer le coût de production du produit fini. Alors, on va garder pratiquement le même tableau. On va mentionner ici qu'il s'agit du produit fini. Alors, les composants d'un coût de production sont toujours les mêmes, 3 grands blocs. Bien sûr, dans un cycle d'exploitation relativement soft, où il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de rebut, il n'y a pas de, de sous-produits. Donc, nous avons le coût d'achat de la matière première, auquel on va rajouter les charges directes, auquel on va rajouter également les charges indirectes. Alors ici, en fait, pour la production du produit semi-fini, et toujours par respect au cycle d'exploitation que nous avons tracé au début de l'exercice, alors pour l'obtention du produit semi-fini, on utilise la totalité des produits semi-finis obtenus, avec bien sûr une certaine matière, la matière M. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser deux éléments. Donc, d'abord, le coût de production.
du produit semi-fini. Alors, le coût de production va faire fi de matière première. Et ici, nous avons la matière M2. Donc, les deux, ils constituent, je dirais, deux éléments, ou plutôt deux matières qu'on va utiliser pour la fabrication du produit semi-fini. Alors, on sait très bien que la quantité produite, on vient de le calculer à l'instant même. La quantité fabriquée, c'est 3000, avec un coût global de 52 613,6. Alors, la matière M2, nous avons déjà tracé la fiche de stock de la matière M2. On va aller directement dans la rubrique concernant les sorties du stock. On peut lire facilement que pour la matière M2, on a consommé 900 kg avec un coût de 8370. Alors, je rappelle encore une fois, c'est une information qui se trouve au niveau de la fiche de stock de la matière M2. Alors, deuxième bloc de charge, c'est la main-d'œuvre directe, bien sûr, dans l'atelier B cette fois-ci. Uniquement l'atelier B. Alors, l'atelier B, on peut lire facilement dans les informations concernant la consommation de main-d'œuvre directe. On a consommé 600 heures avec un coût unitaire de 42 dirhams. Alors, ça nous fait un montant de 25 200. Et puis, dernier bloc d'éléments, ce sont les charges indirectes. Alors, toujours dans l'atelier B. Alors, là, encore une fois, c'est le même principe. On n'a pas besoin d'avoir une certaine quantité d'unités d'œuvre, ni le coût d'unité d'œuvre de l'atelier B, puisque la totalité des charges indirectes consommées dans la section B ont été consommées pour la fabrication du produit fini. Donc, on a besoin juste de l'ensemble des charges, je dirais, de la section atelier B. Et qui s'élève, bien sûr, on l'a déjà calculé tout à l'heure, il s'élève à 20 446. Donc, vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'information manquante au niveau du texte, mais c'est plutôt une façon, il faut juste faire attention aux informations que vous avez. Donc, on n'a pas besoin, je dirais, ni d'unité d'œuvre, ni du coût d'unité d'œuvre. Alors, dans quel cas on aura besoin de quantifier ou du nombre d'unités d'œuvre? C'est lorsqu'on a plusieurs produits. Et on a besoin de répartir les charges sur ces deux produits. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir des informations sur l'unité d'œuvre, sur la nature d'unité d'œuvre et sur le coût d'unité d'œuvre. Mais puisque l'entreprise fabrique un seul produit, donc la totalité des charges supportées dans une section, ils vont être affectés, ils vont intégrer, je dirais, le coût de production qui les concerne. Donc ici, en fait, bien sûr, on va faire la somme. Ça nous fait alors 106 629,6. Alors, pour la quantité, nous avons une information au niveau du texte qui nous dit que la quantité du produit semi-fini, c'est elle-même la quantité du produit fini, c'est elle-même, je dirais, le montant qu'on va utiliser ici, c'est 3000 kg. Alors, ça nous fait un coût unitaire de, j'ai pas de place, je vais mettre ici 35,5432 et c'est le coût unitaire de production du produit fini. Je vous remercie pour votre attention.